on va évoquer Jean-Luc Mélenchon. Alors, dans un premier temps, on va l'écouter d'abord sur quelque chose d'assez surprenant. Il a tenu une conférence de presse hier devant des élus et des militants des Insoumis. Et il dit qu'il veut ramener la Russie dans le concert européen. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, puis après on parlera de ce qu'il a répondu à Henri Guénaud. Nous n'acceptons pas l'idée que la Russie, en tout cas, nous sommes un certain nombre, en tout cas nous qui animons, nous n'acceptons pas l'idée que la Russie soit expulsée de l'Europe. Nous pensons, c'est une vieille formule, que nous sommes partisans de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Et par conséquent, notre tâche politique serait de réintégrer la Russie dans le concert européen. Voilà, on va commenter ces propos. On va juste écouter Raphaël Glucksmann qui raille Jean-Luc Mélenchon, l'ami des dictateurs. Et je vous passe la parole à Henri et Catherine. Mais moi, je vais vous dire, Jean-Luc Mélenchon qui parle de dictateur, alors que c'est un turiféraire de Castro, de Maduro, de toutes les dictatures. C'est l'homme qui s'aplatit devant le Parti communiste chinois et Vladimir Poutine. Et lui ose parler de dictature. Nous réglerons ça dans les urnes, dans une confrontation idéologique assumée. Cette gauche fascinée par l'autoritarisme, eh bien, moi, je n'en veux plus. Voilà, Raphaël Glucksmann. Et on sait de toute façon que les socialistes s'uniront avec les Insoumis, comme ils l'ont annoncé pour les municipales. Sur le fond, Henri Guénaud. Sur le fond, quand j'entends Glucksmann, je me dis c'est dramatique, c'est la gauche morale dans toute sa splendeur. Hein. C'est pire que Mélenchon, vous trouvez ? Ah oui, non, mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que Mélenchon, on pense ce qu'on veut de Mélenchon, mais il faut le prendre au sérieux. L'exercice qu'il a fait hier est un exercice qu'aucun homme politique, responsable politique français aujourd'hui est capable de faire. Il y en avait avant qui étaient capables de faire ce genre d'exercice, que ce soit François Mitterrand, que ce soit Georges Pompidou, que ce soit même Giscard d'Estaing. Là, hier, il a fait un très grand numéro de géopolitique, d'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, comment on en est arrivé là. On peut détester les conclusions qu'il en tire, on peut détester ses prises de position. Il faut le prendre au sérieux. Tandis que M. Glucksmann, il ne faut pas le prendre au sérieux, parce que si on le prend au sérieux, on va au désastre. C'est-à-dire, oui, il faudra réintégrer la Russie en Europe, que ce soit Mélenchon qui le dise, que ce soit l'extrême droite, l'extrême centre ou n'importe qui d'autre. Oui, celui qui dit ça a raison. Voilà, il faudra réintégrer la Russie, parce que la Russie ne va pas changer d'adresse, hein, parce que la Russie, c'est le plus grand pays du monde, parce que la Russie, elle a le choix entre l'Europe ou l'Asie, que la jeter dans les bras de l'Asie est une folie pour l'Europe. Voilà, c'est quoi qu'on pense de Poutine, quoi qu'on pense de son régime. Et donc, de ce qui se passe en Ukraine, quand même. Le plan de la bonne conscience de M. Glucksmann est absurde. La Russie, elle est là, la Chine, elle est là aussi. Vous voyez, alors dire on n'aime pas le régime chinois, je déteste le régime chinois, il faut changer le régime chinois peut-être, mais la Chine elle est là comme ça, voilà. La Russie elle est là comme ça. Si demain le régime change en Russie, peut-être qu'on s'en réjouira ou peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, elle est là. Donc réintégrer la Russie en Europe, oui, ce sera une tâche nécessaire pour les dirigeants français une fois que la guerre sera terminée. Ok, une fois que la guerre sera terminée. Voilà. Éric Nolot, je vois que ça vous fait réagir, et Catherine aussi. En l'occurrence, s'il faut choisir entre la gauche morale et la gauche immorale, je préfère encore la gauche morale. Parce que réintégrer la Russie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vladimir Poutine... Si, il l'a expliqué. Non, mais Vladimir Poutine a voulu la guerre, il ne veut pas la paix. Donc réintégrer la Russie, je veux bien... Je ne sais pas à quel horizon. La guerre serait terminée. Oui, non, mais premièrement. Oui, mais deuxièmement, il proposait aussi d'intégrer la France dans l'alliance bolivarienne. Moi, je suis quand même... Je suis pas d'accord. Non, mais je suis pas un sujet. Je finis, si vous permettez. Moi, je ne suis pas un partisan de Raphaël Glucksmann. Enfin, c'est vrai que cette génuflexion permanente envers les pires régimes de la Terre, en commençant par le Venezuela de Chavez, la Chine, la Russie, ça pose quand même un problème. Quand vous allez chaque fois chercher vos modèles dans le pire de la planète, quand vous proposez d'intégrer la France à cette hérésie de l'alliance bolivarienne dans laquelle sont impliqués l'Iran et la Russie, ça pose un problème. Alors, je ne vous dis pas que Glucksmann, il dit des généralités d'ailleurs, Glucksmann, je ne veux pas vous dire c'est un génie, mais entre les deux, là, sur ce point-là, je tranche. Catherine, je vous entendre. Oui, moi je trouve que vous êtes admiratif parce que le verbe est beau. Alors je trouve non, là je trouve simplement, la question était précise. Là, il a raison. Oui, voilà, mais vous trouviez que tout le monde n'est pas capable, dans la classe politique, d'ailleurs on ne les entend pas pour faire un discours de cette ampleur, avec cette vision, qui est erronée ou pas, mais on sent chez vous une admiration pour le talent de Jean-Luc Mélenchon, qui gomme un peu tout ce que vient de dire Éric à côté de moi. Mais c'est pour ça qu'on suit Jean-Luc Mélenchon, et on a du mal à le comprendre, parce que la semaine dernière, il était avec Jean-Noël Barrot,
Et il approuvait le discours d'Emmanuel Macron à Davos, qui avait dit exactement « Je préfère le respect et l'état de droit au brut, sans perdre de temps avec des idées folles ». Donc il a été, pour les démocrates américains, il a été la voix, entre autres, parce qu'il ne faut pas oublier ce que le Premier ministre canadien et même le chancelier Merz, mais comme étant l'anti-Trump en Europe. Alors là, ça lui plaisait qu'il y ait quelqu'un qui soit anti-Trump, et donc il était presque doucereux à l'égard du président. Voilà, et on se disait, où va-t-il ? Enfin, mais c'est pour se permettre d'avoir un faux discours équilibré et de maintenant dire vraiment il faut réintégrer, dire qu'il faut organiser des élections en Ukraine, puisqu'il s'agit de céder des territoires, qu'il faut demander l'avis à ceux qui y sont, en pensant que les élections seront libres alors qu'elles seront forcément truquées. Alors voilà, c'est ça qui est gênant, et je pense qu'on ne peut pas parler d'élections libres dans tout ce pays. Voilà. Ok, deuxième extrait que je voulais vous faire écouter de Jean-Luc Mélenchon, c'est quand il vous répond, Henri Guénaud. Il utilise d'ailleurs, au moment où il vous répond, le terme de grand remplacement, avec beaucoup de cynisme. On va écouter, on va voir ce que vous en pensez. J'ai été accusé par M. Guénaud de vouloir supprimer et la langue française et le peuple français. Ma situation s'est depuis aggravée, comme vous le savez, puisque j'ai osé faire remarquer que le grand remplacement s'opérait à chaque génération, et que c'était bien dommage qu'il ne veuille pas mourir, mais tout le monde y est condamné. La probabilité que la génération suivante soit très créole et très mélangée est tellement grande qu'on peut dire qu'ils ont perdu la partie. Et je le redis à tous ceux qui vivent dans l'angoisse du grand remplacement, vous avez perdu. Vous avez perdu, Henri Guénaud ? Non, je n'ai pas perdu. Enfin, j'aurais perdu si la classe dirigeante française, la classe politique, continue à faire ce qu'elle fait, à dire ce qu'elle dit, c'est-à-dire à renoncer à tout, comme elle le fait depuis des décennies, pour la plupart en tout cas de ses responsables. Voilà, ça c'est clair qu'un pays qui ne se défend plus, un pays qui pratique la haine de soi, un pays qui renonce tous les jours à être lui-même, à défendre à la fois son identité, sa culture, sa langue et aussi son indépendance, c'est un pays qui est condamné. Voilà, c'est pas... Il n'y a pas de mystère dans l'histoire. Voilà, mais, reviens un instant là-dessus, il faut le prendre au sérieux, parce qu'il dit les choses sérieusement. Voilà, monsieur, on revient un instant sur M. Glucksmann, il n'est pas sérieux, mais il est dangereux aussi. Parce que c'est très bien, moi j'ai écouté M. Glucksmann depuis des mois et des mois nous expliquer qu'il fallait faire quasiment la guerre à la Russie, en disant mais non, je suis pacifiste. Voilà, je ne veux pas m'engager sur la voie de M. Glucksmann. Je ne veux pas non plus que M. Mélenchon soit élu et m'engager sur la voie du programme de LFI. Mais il faut le prendre au sérieux parce que c'est un des rares hommes politiques sérieux, dangereux parce que sérieux. Voilà, croyez-moi, voilà, et je m'efforce de le prendre au sérieux sur la langue, sur la créolisation et sur le grand remplacement. Il faut le prendre au sérieux. C'est un coup de génie qu'il a pratiqué parce qu'il ose tout. Hein. Le grand remplacement, c'était le vocabulaire de... Oni de Renaud Camus. Voilà. C'était le vocabulaire du Rassemblement du Front National, du Rassemblement National, de la droite nationaliste, bon, etc. Il y avait derrière, tout le monde ne partageait pas, donc moi, l'usage de ce mot. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quand même derrière un relent de complotisme, c'est-à-dire de grand complot. Le grand remplacement, c'était un peu le grand complot. C'était pas juste un fait, c'était quelque chose qui était organisé. Donc moi, j'ai jamais repris ce mot à mon compte. Mais quand Mélenchon le reprend à son compte, quand il renverse le mot en disant « mais le grand remplacement, c'est très bien, mais il va arriver, et il faut qu'il arrive le plus vite possible », alors le débat n'est plus qu'entre les partisans du grand remplacement, enfin les adversaires du grand remplacement, on va dire d'extrême, des extrêmes, et le grand remplacement de l'extrême gauche. Bon, et là, il n'y a plus de place pour discuter de cette question. Et c'est génial. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il cherche toujours à durcir l'adversaire. Donc il provoque l'adversaire pour qu'il soit plus dur, parce que quand il est plus dur, il durcit aussi son camp. Son camp se durcit tout seul. Voilà, et c'est la radicalisation du débat public qu'il arme, qu'il nourrit, qu'il intensifie. Voilà, et pour ça, il est très fort. Donc il faut le prendre au sérieux. C'est pas un guignol. Voilà, il est très sérieux. Voilà. Mais, oui. Henri Guénaud, là où vous avez vraiment raison, c'est que pendant des années, on n'a pas pris Jean-Luc Mélenchon au sérieux.
Certains l'ont pris pour un romantique d'extrême gauche, d'autres se disaient qu'il avait un discours un peu désuet avec des relents bolcheviques révolutionnaires, sauf qu'en réalité, on voit bien qu'il veut mettre en acte, et il a vraiment pensé à ça, à ce changement de société, et c'est en ce sens, effectivement, qu'il est très dangereux. Ensuite, sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la Russie, d'un point de vue géostratégique, vous avez raison, et du point de vue de la défense des intérêts français, évidemment que la France, l'Europe, a vocation à un jour à s'entendre à nouveau mieux avec la Russie. C'est dans notre intérêt global. Comment ? Vital. Alors, je ne sais pas si c'est vital au premier degré, mais en tout cas, c'est essentiel. Et en réalité, en fait, on n'a que ce continent avec lequel on doit impérativement renouer dès qu'on peut et dès que la guerre sera terminée. Sur le grand remplacement, on peut tenir un raisonnement un peu différent. Est-ce que maintenant le clivage, c'est plus droite-gauche ? C'est en effet ceux qui veulent que la France reste la France, parce que vous aviez raison dans votre papier. Monsieur Mélenchon, c'est un révolutionnaire, donc comme tous les révolutionnaires, il veut une table rase et un nouveau peuple, un homme nouveau. Alors c'est soit l'homme racisé, soit plutôt l'homme créolisé. Est-ce que ça ne va pas provoquer un nouveau clivage entre ceux qui veulent que la France demeure et ceux qui veulent que la France disparaisse ? Ce n'est pas forcément extrême droite, extrême gauche. Ce clivage existe déjà. Mais ce qu'il fait réduit le clivage aux extrêmes. Voilà, c'est un affrontement des extrêmes. Et donc, ça ne permet plus de défendre le mieux possible l'idée que la France doit continuer et chercher les moyens pour qu'elle continue. Voilà. C'est-à-dire que, vous savez, il y a deux catégories de gens. Ceux qui espèrent la guerre civile parce que ça va leur servir. Et ça, il y en a des deux côtés de l'échiquier. Voilà. Et puis ceux qui pensent qu'elle peut arriver. Enfin, surtout d'un côté, maintenant. Oui. Oui. Moi, je ne vais pas sonder les reins et les cœurs, mais franchement, bon. Et puis ceux qui pensent qu'elle peut arriver, qu'elle est un vrai danger et qu'il faut tout faire pour qu'elle n'arrive pas, mais en se mettant des limites. C'est pour ça que l'expérience Trump, elle est aussi intéressante, parce que Trump est quelqu'un qui n'a pas de limites, qui de temps en temps bute sur certaines limites, mais lui-même n'en a pas. Et que nous devons en avoir, parce que si nous n'en avons pas, nous allons partir dans une spirale de violence que nous ne maîtriserons pas. Et à la fin de cette violence, alors là, nous aurons, je ne sais pas si ça s'appellera le fascisme, le nazisme ou le bolchevisme, mais à la fin, quand il y a trop de violence et trop de désordre, les gens veulent absolument retrouver un minimum d'ordre et ils iront le chercher n'importe où. Dans un régime autoritaire. Chance, soit on n'en aura pas. Si on en a, on aura De Gaulle, Napoléon, ce que vous voudrez. Si on n'en a pas, on aura des visages beaucoup moins avenants. Voilà. Et c'est ça qu'il faut arriver à... Oui. Mais si on veut parler de ce problème, sérieusement, politiquement, avec un peu d'intelligence, en prenant en compte ce qu'est l'état de nos sociétés, le malaise dans les sociétés occidentales, le malaise dans la civilisation occidentale, il faut pouvoir sortir d'un affrontement terrible entre les deux extrêmes. Et ce n'est pas les bonnes âmes comme M. Glucksmann qui vont nous en sortir, parce qu'eux, ils présentent les visages du renoncement. Voilà. Catherine Ney. Oui, puis dans le corps central, aujourd'hui, il n'y a pas de leader qui s'impose avec un discours aussi charpenté, avec une vision. Et c'est ça le drame. Et c'est ça le drame. Je veux dire, il y a des candidats, mais il n'y en a aucun dont on dit aujourd'hui, tiens, voilà, le chef pour demain, celui qui a une vision géostratégique. Enfin, c'est ça, c'est surtout le vide. C'est parce que le vide est dans le corps central que les extrêmes prospèrent. Ça veut dire, ça veut dire Henri Guénaud, que vous voyez un affrontement RN-Mélenchon au second tour de la présidentielle. J'en sais rien, je pense que rien n'est joué. Mais voilà, si ça arrive, imaginons que ça arrive. Bon. Alors, je ne sais pas si ce sera Mme Le Pen ou M. Barnier, ce ne sera pas tout à fait la même chose si c'est l'un ou si c'est l'autre. Mais imaginons que ça arrive. Mais l'affrontement, quel que soit celui qui est élu, mais surtout si c'est le Rassemblement national, si c'est le candidat du Rassemblement national qui est élu. Mais la guerre, alors l'arrivée, ce ne sera peut-être pas encore la guerre civile, mais elle va commencer le soir même. Le soir même, il y aura alto-fascisme, voilà. Et la violence appelle la violence. Et on parlait de la police tout à l'heure. Plonger la police aussi dans un bain de violence, et la police devient violente. Et tout le monde devient violent. Voilà, la violence, c'est réciproque. C'est ça qu'il faut enrayer. Il faut l'enrayer dans le code pénal, il faut l'enrayer dans le maintien de l'ordre, il faut l'enrayer dans la lutte contre le narcotrafic, il faut l'enrayer dans le discours politique, il faut l'enrayer en reconstruisant l'école. Tout est à faire
Vous voyez pas, enfin, les faits divers, on parle toujours des faits divers. Bon, alors, les uns, c'est sous l'angle de la rédemption, les autres, c'est sous l'angle de l'immigration. Mais la question fondamentale, c'est comment on en est arrivé là. Comment se fait-il que dans un pays où l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, qui a réussi à créer l'école de la République, à scolariser toute une population, à la civiliser, bon, on arrive à avoir on appelle ça des tueurs à gages de 14 ans. 14 ans. De 14 ans. Voilà, regardez, tout à l'heure, il y avait 2 barons de la drogue, 10 ans. Mais c'est quoi 10 ans pour 2 barons de la drogue? Si on fait la guerre à la drogue, ils vont en faire combien, en fait? Avec les remises de peine et tout, quoi, 4 ans, 5 ans? Mais si le danger du narcotrafic est ce que l'on dit, alors on ne peut pas tolérer ça. Il faut changer notre code pénal. Voilà, on ne peut pas continuer comme ça. C'est hallucinant. La police, vous savez, après, les choses dérivent très facilement. L'ICE, ce n'est pas Trump qui l'a créé. C'était créé en 2003. Elle a été créée. En plus, elle a obéi pendant très longtemps. La fameuse police anti-immigration. À tous les critères de des quotas, de la discrimination positive. Voilà. Donc il y a des blancs, des noirs, des latinos, tout ce que vous voulez dedans. Bon, la dernière année, on a recruté beaucoup, Oui, c'est ça le avec problème. moins de critères, mais Bah oui. voilà. Mais quand vous jetez les gens dans un bain de violence, ils deviennent violents, et à un moment donné, vous pouvez plus l'arrêter. Et c'est ça qu'il nous faut éviter et enrayer tant qu'il est temps. Et c'est comme ça qu'il faut regarder aussi les États-Unis. Voilà. Oui, mais le bain de violence, il a commencé dans l'hémicycle avec les 17 premiers députés de Mélenchon. Ils étaient 17, ils faisaient du bruit comme 100. Ça a commencé comme ça. Et après, ils sont devenus plus nombreux. Et le débat est impossible aujourd'hui dans l'hémicycle parce qu'on a l'impression que c'est des singes hurleurs, tellement le bruit est... On ne peut pas parler, on ne peut pas discuter. Ils ont tué le parlementarisme. Et je veux dire, et aujourd'hui, de voir que le RN a voté au moment de la vote du budget, le plus souvent avec LFI, est quelque chose qui perturbe énormément même ceux qui étaient prêts à voter pour le RN. Okay. Parce que là, c'est pas possible de... Voilà. Oui, mais en même temps, En il y a un une mot, contestation du système qui est très forte. Et donc, quand c'est la contestation du système qui fait le ciment, il faut se poser la question de savoir comment on renverse le système. Les gens vont le renverser. Ils vont le renverser, ils le renverseront par les urnes, par la démocratie, ou bien en dehors des urnes et de la démocratie. Voilà la réalité. Oui. C'est ça que nous dit le... je ne vais pas refuser de censurer un budget, par exemple, si je suis totalement contre le budget. Si je pense qu'il est terrible, quand le RN a voté avec les LFI, c'est parce que son électorat ne pouvait pas accepter que le RN vote pour le budget, ou en tout cas ne vote pas la censure ou la confiance, vote pas la censure ou vote pas la défiance au gouvernement Bayrou, par exemple. Voilà. Il se trouve qu'il y a des convergences étonnantes, mais cette Assemblée, elle reflète l'état de notre société. Il faut bien le comprendre. Vous avez raison. C'est à ça qu'il faut remédier.